Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être en notre compagnie encore une fois sur les antennes de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale qui émet de Dakar, la capitale du Sénégal. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que pour être en notre compagnie, il faut se mettre pour certains sur le bouquet de Canal+ au numéro 47. Ce n'est plus le numéro 46. Merci beaucoup de l'avoir noté. Nous sommes à Tribune du mardi de notre chaîne. C'est une tribune donc qui nous permet de parler, d'évoquer, de faire la lumière sur un certain nombre de sujets qui font l'actualité, surtout l'actualité la plus brûlante. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de M. Sarkozy, ancien président français. Nous avons décidé de parler de sa dernière condamnation. Forcément, nous serons amenés à parler de la toute première qui a eu lieu, elle, en mars, le 1er mars 2021. La dernière condamnation a eu lieu le 30 septembre 2021 et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y en aura une autre parce que M. Sarkozy fait face à une multitude de plaintes qui le concernent. Pour parler de cela, nous avons à Toulouse M. Jean-Paul Makengo, ancien adjoint au maire de Toulouse. Il est chef d'entreprise. Bonsoir M. Makengo. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être en notre compagnie. Vous êtes un observateur averti, vous êtes un homme politique aussi, un observateur averti de ce qui se passe en matière de politique et en France et en Afrique, n'est-ce pas? Tout à fait, parce que je vis entre la France et l'Afrique. Pour des raisons professionnelles, je suis beaucoup en Afrique, et pour des raisons politiques, parce que je suis toujours membre d'un parti politique français, le Parti socialiste. Pour des raisons politiques, je suis amené souvent à être en France. Ok. Il faut noter que vous êtes d'origine congolaise. Des Congo. Voilà, de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'être avec nous. À Abidjan, nous avons Maître Rodrigue Dadje. Bonsoir Maître, vous êtes avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir accepté d'aborder cette question en notre compagnie. Merci. Ok, merci bien. Et sur notre plateau, ici à Dakar, nous sommes en compagnie de Monsieur Bachir Fofana, qui est journaliste et qui est directeur de l'agence de communication qui est chargée de l'économie et de la maîtrise de l'énergie. Effectivement, bonsoir. Merci beaucoup. Alors la première question, c'est certainement une question que se posent nos téléspectateurs. En quoi des condamnations de Sarkozy nous concernent, nous Africains? Ben, on pourrait se poser cette question, mais effectivement, étant donné qu'on apprend beaucoup de la politique française et que nous sommes liés par l'histoire et par beaucoup d'autres secteurs, et l'adjoint au maire en est un parfait exemple parce que c'est un trait d'union entre deux cultures. Donc, ancien adjoint, effectivement. Donc, ce qui se passe là-bas peut forcément nous intéresser. Vous savez, en journalisme, il y a ce qu'on appelle les lois de la proximité. Il y a ce qu'on appelle la proximité 0 km, c'est-à-dire ce qui se passe à Dakar intéresse plus ceux qui sont à Dakar que ce qui se passe à Lomé. Ensuite, il y a la proximité affective, il y a la proximité également temporelle, etc. Donc aujourd'hui, vous prenez l'exemple du foot. Quand moi je regarde le match de championnat de France, je regarde d'abord ce que fait Sadio Mané. Donc l'Égyptien regarde ce que fait Mohamed Salah. On peut se dire que c'est ailleurs, c'est pas ici. Donc pour la politique française, c'est à peu près la même chose. Les élections françaises, ça passionne en Afrique. Et ça a une influence. Ça a une influence, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez la dernière élection, il a fallu que Macron, 42 ans, accède à la présidence pour que certains se disent en Afrique, et tiens, c'est possible. Donc voilà, donc forcément une condamnation d'un ancien président, surtout que c'est la première fois qu'un ancien président de la République est attrait à la barre. Il a été condamné pour, c'est la deuxième fois, il a à peu près 4 ou 5 dossiers pendant en justice. Forcément, ça peut intéresser des Africains comme nous. Ok. Monsieur Jean-Paul Makengo, il y a aussi cette histoire qui nous lie forcément avec l'Afrique, la France, c'est-à-dire cette histoire Afrique-France. La France a eu à coloniser de nombreux pays. Aujourd'hui, le lien n'est pas rompu forcément.
Disons que le lien n'a jamais été rompu, d'une part par rapport à l'influence de la France sur pas mal de pays en Afrique, et d'autre part par rapport à la diaspora africaine qui se trouve en France. Il y a la diaspora étudiante, donc qui sont de passage, et puis il y a la diaspora installée, qui de plus en plus aujourd'hui sont chefs d'entreprise, aujourd'hui sont cadres, aujourd'hui font de la politique comme moi-même. Donc le lien entre la France et l'Afrique, c'est un lien, je dirais, qui ne peut pas donc se scinder comme ça. L'Africain s'intéresse, les Africains francophones s'intéressent à ce qui se passe en France, comme aussi les Français sont de plus en plus amenés à s'intéresser à ce qui se passe en Afrique. D'ailleurs, dans quelques jours, là, le 8 octobre, il y aura le sommet France-Afrique à Montpellier. Oui. Et pour la première fois, ce sommet sera consacré à la jeunesse africaine et non plus aux chefs d'État africains, pour montrer que la France même est en train de changer sa manière de traiter avec l'Afrique, parce qu'elle a bien compris l'enjeu, qu'aujourd'hui l'enjeu en Afrique c'est sa jeunesse, et c'est cette nouvelle génération d'Africains qui voit le rapport avec la France autrement que les anciennes générations. Oui, et puis il y a quelqu'un qui a dit, je crois qu'ils sont nombreux même les Africains qui le disent, quand il pleut à Paris, dans les capitales africaines, on déploie les parapluies. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Makengo. Vous êtes à Toulouse. Vous allez nous permettre de revenir sur le continent, de retrouver Maître Rodrigue Dadje, qui est, lui, à Abidjan. Bonsoir, Maître. Quel intérêt pour les Africains de parler de ces condamnations de l'ex-président français? Mais comme disaient mes prédécesseurs, il y a déjà le lien colonial qui est important. Nous avons été colonisés par l'Europe, précisément par la France, pour beaucoup de pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Donc ce lien il est important, et vous avez eu la présence persistante de la main de la France via Sarkozy, qui était président de la République, en Afrique. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la Libye, Sarkozy était le responsable de la destruction de la Libye. Il a dit qu'il y apportait la démocratie. Aujourd'hui, même l'ambassade de France ne veut même pas s'installer en Libye. Donc Sarkozy a détruit l'Afrique. Il a détruit une partie de l'Afrique. Donc quand Sarkozy est poursuivi, les Africains sont forcément intéressés. Parce que pour vouloir apporter la démocratie à des Africains, ça veut dire qu'on est d'une certaine probité, d'une certaine intelligence vis-à-vis de soi-même, ce qui n'est pas le cas. Ok, donc c'est de cela qu'on va parler. On va parler de l'influence justement de tout ce qui se passe au niveau de l'ex-président Sarkozy en Afrique, surtout que cet ex-président est l'un des conseillers d'un certain nombre de présidents africains actuellement. On va planter le décor. Nous avons un sujet que nous avons diffusé pendant l'un de nos journaux. Nous allons le reprendre pour que nos téléspectateurs se souviennent que jeudi 30 septembre 2021, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a été condamné. En juin dernier, l'ancien président français Nicolas Sarkozy et 13 autres personnes ont été jugés pour l'affaire Big Malion, un système de double facturation visant à masquer l'explosion des dépenses de la campagne du candidat de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, de 2012. Le jugement avait été mis en délibéré par le tribunal correctionnel de Paris au 30 septembre. Nicolas Sarkozy a nié avoir été au courant de cette fraude évaluée à plus de 20 millions d'euros et a martelé ne pas avoir bénéficié de cet argent pour sa campagne. Seuls 4 prévenus, 3 ex-cadres de Big Malion et l'ancien directeur de campagne adjoint du président candidat ont reconnu partiellement leurs responsabilités. Les procureurs ont requis en juin dernier un an de prison, dont 6 mois fermes, à l'encontre de Nicolas Sarkozy, soit la peine la plus lourde pour un financement illégal de campagne électorale. Les magistrats avaient également dénoncé la désinvolture de Nicolas Sarkozy, qui ne s'était présenté devant le tribunal qu'une seule fois pour son interrogatoire. La totale désinvolture de celui qui ne regrette visiblement rien est à l'image de la désinvolture dans sa campagne, avait taclé la procureure. Reconnu coupable et condamné à 1 an de prison ferme ce jeudi 30 septembre, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait faire appel de sa condamnation qu'il qualifie, je cite, de décision injuste. Il a réagi sur Twitter, il a rappelé qu'on ne peut pas être sanctionné 2 fois pour les mêmes faits. D'après lui, le droit a été de nouveau bafoué par la méconnaissance des décisions du Conseil constitutionnel. J'irai jusqu'au bout dans cette enquête qui dépasse mon cas personnel, car chacun peut, un jour, se trouver confronté à l'injustice, a-t-il ajouté.
Les réactions de la classe politique française ont été nombreuses concernant la condamnation de Nicolas Sarkozy. Alors, Monsieur Jean-Paul Makengo, vous qui êtes, on va dire, dans le marigot politique français, on peut le dire, c'est une affaire un peu particulière parce que jamais un ancien président n'a été condamné de cette façon. C'est vrai qu'on se rappelle ce que Jacques Chirac a pris comme jugement dans un procès, mais là, avec l'ancien président Sarkozy, c'est tout à fait particulier. Alors, je dirais que Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un de clivant. Si je compare avec la situation de Jacques Chirac, quand il avait ses problèmes de justice, il y avait plus ou moins un consensus politique de la gauche à la droite. Tout le monde arrivait à comprendre, tout le monde arrivait, je dirais, à lui trouver des circonstances atténuantes. Mais sur le cas de Sarkozy, comme c'est quelqu'un de clivant, quand il lui arrive quelque chose, forcément, ce clivage rejaillit. Les uns estiment que Sarkozy doit être condamné, les autres, ceux qui sont à droite, ses amis notamment, estiment que c'est une affaire politique et tout le reste. Donc c'est vraiment un séisme, parce que comme vous le dites, en France, il y a quand même, je dirais, c'est non dit, mais on ne condamne pas un ancien président de la République. Alors, il faut dire que Jacques Chirac, il avait été... de faire, soit on fait traîner le procès comme Jacques Chirac parce qu'on savait qu'il était dans sa fin de vie, soit il y a toujours un moyen, par les biais certes judiciaires, mais de faire en sorte que l'affaire se tasse. Et sur Nicolas Sarkozy, il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy lui-même déjà a longtemps critiqué les juges. C'est un président qui est vraiment opposé aux juges, qui s'est posé lui-même en donneur de leçons. Donc je pense que c'est un retour de bâton par rapport à Nicolas Sarkozy et c'est un séisme pour la classe politique parce que c'est une grande première en France. Alors on va rapidement évacuer le cas Jacques Chirac qui était à l'époque, en tout cas les faits qui lui sont reprochés, c'était au moment où il était maire de la ville de Paris. Il n'était pas président encore. N'est-ce pas, M. Makengo? Vous pouvez répéter s'il vous plaît parce que ça avait coupé. Oui, j'ai dit qu'on va rapidement évacuer le cas Jacques Chirac parce que concernant Jacques Chirac, c'était ce qui lui était reproché, c'était quand il était maire de la ville de Paris et non pas président. Alors que Sarkozy, tout ce qu'on lui reproche, c'est pendant qu'il était président de la République. Sarkozy sur les 12 affaires, parce qu'il y a 12 affaires pour Nicolas Sarkozy. Et sur les 12, c'est vrai qu'il y a la moitié des affaires, c'est quand il est président de la République. Mais les 12 autres affaires et les 6 autres affaires concernent peut-être quand il était dans d'autres fonctions. Mais cela dit, par rapport au cas de Nicolas Sarkozy, comme je le disais tout à l'heure, je pense que le personnage en lui-même déjà pose problème. Alors vous avez dit que c'est un personnage clivant, c'est-à-dire? Oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, dans sa manière de faire la politique, c'était une manière assez frontale. Nicolas Sarkozy ne s'entendait pas avec les juges, par exemple. D'où la droite dit que les juges sont en train de se venger de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait un problème à chaque fois qu'il était, par exemple, à son passage à l'intérieur ou à la présidence, sa marque de fabrique, c'était la fermeté. Sa marque de fabrique, c'était d'être dur. Sa marque de fabrique, c'était que la justice ne doit pas être laxiste. Tout ça, c'est un passif que Nicolas Sarkozy a. Et c'est pour ça d'ailleurs que Nicolas Sarkozy est populaire à droite. Parce que les gens disent que Nicolas Sarkozy, c'est la solution pour la délinquance. Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un, si on le met au pouvoir, il va remettre de l'ordre. Donc quelque part, il a fait sa politique, il a fait son beurre, si on peut dire, sur ce personnage-là. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy se retrouve à la place d'un délinquant. Et c'est ça le problème. Donc pour les gens de la droite, ils ont du mal. Je vois par exemple les soutiens que Nicolas Sarkozy a à droite. On a Valérie Pécresse, on a Xavier Bertrand, enfin les principaux candidats de la droite actuellement pour les prochaines élections présidentielles. Ils sont obligés de soutenir Nicolas Sarkozy parce que c'est leur autorité morale. Mais quelque part, ils ne peuvent pas dire que la justice fait mal son travail. Donc ils sont dans une incohérence. Ils sont tous en train de dire nous soutenons Nicolas Sarkozy c'est un homme bien, amitié à Nicolas Sarkozy, mais personne n'ose dire que Nicolas Sarkozy est condamné parce qu'il est en faute. Ouais. Bien sûr, le maître dira qu'il n'est pas encore condamné parce qu'il a fait appel et tout le reste. Mais sur les 12 affaires, parce que ce n'est pas anodin, il a quand même 12 affaires. Ça fait quand même beaucoup d'affaires. Ouais. Ça fait 12. Voilà. Et regardez les affaires qu'il a, ça va de vente d'armes, ça va de financement de campagne, ça va d'écoute téléphonique. Ouais.
C'est du gangstérisme politique, je suis désolé. Il faut appeler un chat un chat. Merci beaucoup, M. Makengo. Tout à l'heure, on va faire réagir Maître Dadje, mais M. Fofana, voici une série d'affaires sur le dos d'un ancien président de la République. Ça surprend quelque peu. Oui, ça surprend. Et comme il a dit, il a rappelé les affaires, il y en a énormément. On peut en citer l'affaire Éric Woerth, Ingrid Betancourt. Voilà, donc là aussi on a parlé de financement de sa campagne en 2007 et malheureusement ou heureusement pour Nicolas Sarkozy, il a obtenu un non-lieu parce que la justice a dit qu'ils ont de forts soupçons de transfert de fonds, mais ils n'en ont pas la preuve. Donc après il y a eu, comme il a dit, l'affaire des écoutes téléphoniques sur lesquelles aussi ses principaux lieutenants, comme on l'appelle plus souvent, les Patrick Buisson et Claude Guéant ont été mis en examen. Lui aussi, il a échappé de peu à une condamnation à ce niveau. Après, vous voyez, il y a d'autres procédures en cours, notamment l'affaire Kadhafi, où on le soupçonne d'avoir encaissé 50 millions d'euros du fils Kadhafi pour financer sa campagne en 2007. Donc ça, c'était après des révélations de Mediapart. Maintenant, il y a cette affaire Big Malion, dont on parle, sur laquelle il a fait encore, disons, appel de la décision de condamnation, qui est quand même une décision très lourde, parce que d'habitude, on n'en a pas vu autant sur lui. Mais il faut aussi rappeler que sur cette affaire, ils étaient 13 à être inculpés et tous ont obtenu presque des peines allant de 3 à 1 an, sauf que le juge a aménagé les peines. Donc ils ne vont pas en prison, on va leur mettre des bracelets électroniques dans leur résidence et ils vont purger leurs peines chez eux. Donc quand même quelque part, il faut le prendre comme peut-être une faveur qu'on leur fait. Après, il y a également d'autres, comme il a dit. Alors, ça fait beaucoup d'affaires. Est-ce qu'on peut parler de délinquance politique? C'est une expression... en tous les cas, si quelqu'un est condamné pour des faits et que cette condamnation est définitive, on peut effectivement penser que... Ça fait quand même beaucoup d'affaires. Mais et avant Sarkozy, il y a eu d'autres présidents. Oui, il y a eu d'autres présidents, il y a eu d'autres affaires. On a cité le Chirac tout à l'heure. Le Chirac, c'était quand il était maire de Paris. Et dans l'affaire Chirac, ce qui faisait rire, c'est son numéro 2, Alain Juppé, qui en a pris pour lui. Après, lui, il bénéficiait de l'immunité en tant que président de la République, ce qui fait que de 1995 à 2007, quand il quittait le pouvoir, personne n'a pu le poursuivre parce que, au nom de l'irresponsabilité du président de la République, comme on le dit. Donc voilà, après, aujourd'hui, le sachant finissant, vieillissant, malade et tout, ils ont fait traîner le procès pour peut-être lui coller une petite peine pour juste dire que le droit a été dit. Mais pour le cas Sarkozy, c'est quand même beaucoup. Et il faut dire que les Africains aussi, ils suivent de très près parce qu'ils lui en veulent d'avoir déstabilisé, tout à l'heure, Maître Dadje l'a dit, d'avoir déstabilisé la Côte d'Ivoire, d'avoir déstabilisé la Libye, etc. Nous avons énormément... Et d'être venu en Afrique faire la morale. Merci, nous avons énormément de raisons d'en vouloir à Nicolas Sarkozy. Il est venu ici à Dakar, à l'université de Dakar, pour parler de l'homme africain, n'est pas assez bien entré dans l'histoire avec son fameux discours de Dakar, comme on le dit. Cette histoire de déstabilisation de Libye, moi je ne serais pas surpris qu'il y ait une corrélation entre les accusations justement le concernant sur le financement de Libyens qu'il aurait reçu et d'autres. Mais effectivement, Nicolas Sarkozy, c'était le président qui s'était engagé à finir avec la France-Afrique quand il est arrivé. Mais une fois arrivé, c'est l'un des présidents qui a le plus bénéficié de ce système et ça lui a permis de rester, même si heureusement il a fait un mandat, il est parti. Mais c'est quelqu'un qui nous a énormément fait du tort, nous, Africains. Mais cela n'empêche que c'est une affaire de justice. Oui. Dans cette affaire de justice aussi, il faut que le droit soit dit, mais il faut que la présomption d'innocence et le droit de la défense soient sauvegardés. Donc sur ces principes, sur ces points, je suis entièrement d'accord. Et maintenant, on attend de voir la suite. Mais au vu de ce qui a été déjà sorti dans la presse, voilà, on peut effectivement dire que Sarkozy, c'est un délinquant. Ok, et vous nous permettez justement de retourner à Abidjan, retrouver Maître Dadje. Est-ce qu'on peut dire que la justice s'acharne sur
sur une personnalité politique dans le cas de Nicolas Sarkozy. Tout à l'heure, vous avez entendu Jean-Paul Makengo qui disait que c'était un personnage raide concernant la justice, et il a dit qu'il faut appliquer de façon carrée, de façon très stricte la justice. Est-ce que c'est un retour du bâton? Est-ce que, comme lui-même il le dit, la justice, les magistrats lui en veulent? Déjà, je tiens à vous dire que nul n'est au-dessus de la loi. Même si la loi aménage des circonstances pour certaines personnes qui occupent des emplois particuliers. Donc Sarkozy n'est pas au-dessus de la loi, il est justiciable au même titre que tout le monde quand il n'exerce pas de fonction présidentielle. Donc c'est à juste titre qu'il est poursuivi. Maintenant, à ce principe général, à tout le monde, il faut rajouter le fait que Sarkozy, pendant son mandat, a fustigé la justice en estimant que les juges étaient incapables, qu'ils ne travaillaient pas correctement, et que c'était lui, Sarkozy, qui était vraiment l'exemple de la rigueur et de la fermeté. Donc, à partir de cet instant-là, Sarkozy se doit, quand il n'est plus président, de continuer à être exemplaire. Ça, c'est la première chose. Je voulais attirer votre attention sur le cas Chirac. Les faits ont eu lieu en 1990 pour le financement, pour les emplois fictifs. Donc, effectivement, ça remonte à 1990. Mais que ce soit Sarkozy comme Chirac, nul n'est au-dessus de la loi. Ça ne leur donne, le fait de devenir président ne leur donne pas le droit de commettre des infractions. Ça, c'est ce qui serait important. Et si Chirac n'a pas été poursuivi, comme disait notre ami journaliste, ce n'est pas pour une question d'irresponsabilité. C'était juste qu'il était président et que pendant son mandat présidentiel, on ne pouvait pas le poursuivre. Avec l'immunité. Alors que l'irresponsabilité, c'est de dire les actes qu'il a posés pendant ce mandat-là ne peuvent pas faire l'objet de poursuites judiciaires. C'est deux notions un peu différentes. Pendant son immunité présidentielle, on ne peut pas le poursuivre, mais dès que son mandat de président finit, il peut être poursuivi. Ce qui est différent d'une personne qui pose un acte dans le cadre de ses fonctions présidentielles ou ministérielles, et ce acte-là ne peut pas faire l'objet de jugement devant certaines juridictions. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et il parle de harcèlement de la justice. Mais M. Sarkozy se défend comme il peut se défendre. Donc, s'il s'estime harcelé, naturellement, il va exprimer son sentiment d'harcèlement. Mais après, c'est Sarkozy qui dit qu'il se sent harcelé. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes lambda qui sont poursuivies beaucoup plus que Sarkozy pour des infractions beaucoup moins importantes et qui sont dans des conditions de procès beaucoup plus difficiles. Donc, c'est la notion d'harcèlement, c'est Sarkozy qui l'apprécie comme ça. Moi, j'estime que le président Sarkozy devrait être poursuivi pour toutes les infractions qu'il a eu à commettre. Ça. Alors, c'est l'occasion de rappeler ce que la justice lui reproche. C'est dans le cadre de sa campagne, de la campagne électorale 2012. Il a fait des dépassements. Alors, comment vous expliquez cela? Alors, la notion de dépassement. Il y a une loi en France qui encadre les financements de campagne et qui vous dit pour le premier tour, tous les candidats au premier tour ne doivent pas dépasser plus de 16 millions et quelques d'euros. Plus de 20 millions d'euros, je crois, non? 16 le premier tour. 16 millions et quelques d'euros, c'est ça. Et au deuxième tour, les candidats ne doivent pas dépasser plus de 22 millions d'euros. Ces règles sont fixées et connues par tous les candidats à l'avance. À partir du moment où, et quand on fait cette règle, quand vous êtes candidat, vous désignez une personne qui est le mandataire des fonds. Et vous n'avez pas le droit de décaisser vous-même, c'est ce mandataire qui gère les fonds et qui a pour obligation de vous dire, voilà l'état d'avancement de notre décaissement, nous sommes en train d'arriver au point limite. Et dans le moment où il vous informe qu'on arrive au point limite, vous avez l'obligation d'arrêter toute dépense. Dans le cas de Sarkozy, il y a eu un dépassement. On est passé du simple au double pratiquement. Dans le cas de Sarkozy, il y a eu un dépassement de plus de 20 millions. Donc du double du montant maximum qui était fixé. Voilà la réalité dans le cas de Sarkozy. Et Sarkozy, qui est un juriste et avocat, qui a déjà été candidat à plusieurs types d'élections, connaît parfaitement le principe de la limitation du montant des financements de campagne. Donc il ne peut pas parler de harcèlement. Je ne pense pas qu'il puisse parler d'harcèlement. C'est normal que Sarkozy essaye de se défendre en disant qu'il est harcelé, mais la justice a pour mission de faire son travail. Si Sarkozy a commis une centaine d'infractions, mais il sera poursuivi il y aura une centaine de procédures à son encontre. Alors pourquoi? C'est tout à fait normal. C'est comme si vous me dites, j'ai brûlé, je pars d'Abidjan à Dakar, j'ai brûlé le feu une seule fois, 50 fois, et vous me poursuivez 50 fois. Vous aurez dû me poursuivre une seule fois. Non, on vous poursuit pour autant d'infractions que vous avez eu à commettre.
Alors, quel est le sens qu'on donne justement au fait que l'on circonscrive les montants dans une campagne électorale? Il y a un sens, ça répond d'un certain nombre d'objectifs qu'on veut atteindre. On veut que que les choses se fassent dans les règles de l'art avec une certaine éthique. Les législateurs français se sont accordés à dire, voilà, nous allons fixer des quotas maximum de financement de campagne au premier et au deuxième tour. C'est la loi des Français et donc c'est la loi des partis. Les Français sont obligés de s'y conformer. Il y a des pays où il n'y a pas de limitation de montants, où il y a des pays où les montants sont astronomiques. Donc ça dépend de la culture de chaque peuple à un moment précis. Si un matin, les Français estiment que ce montant est dérisoire, au vu des dépenses exigées par les campagnes, ils peuvent dire on passe ce plafond à 50 millions d'euros ou on le redescend, ils vont apprécier la situation. Toujours est-il qu'au moment où on prend cette loi et que tant que cette loi est en vigueur, nous devons tous nous y conformer dans le cadre des élections présidentielles en France. Et nul n'étant censé ignorer la loi, à plus forte raison, le président M. Sarkozy, qui est un juriste, il est obligé de se conformer à la loi. S'il dépasse même d'un euro le montant maximum, il est en infraction. Surtout que la preuve est rapportée qu'il en a été informé. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup, Maître Dadje. Je retourne à Toulouse. Monsieur Jean-Paul Makengo, alors c'est une philosophie et c'est important. Comment vous, qui êtes un homme politique, comment vous appliquez ce genre de principe-là? Comment vous le percevez et comment c'est appliqué sur le terrain quand vous êtes en pleine campagne? Monsieur Makengo? Alors, oui. Excusez-moi parce que ça coupe de temps en temps, mais d'accord. Votre question. C'est pour dire que moi je pense que c'est une bonne mesure parce que c'est une mesure au fait qui tend vers l'équité. On a un problème, c'est que vous avez aujourd'hui en France, il y a plusieurs candidats à la présidentielle. Vous avez des candidats qui viennent de très grands partis politiques et vous avez des candidats qui viennent de petits partis politiques. Donc, pour permettre à tous ces candidats de se retrouver et d'être à un même niveau, c'est un peu comme l'histoire du temps de parole à la télévision. C'est ce même temps de parole pour le candidat et on plafonne les dépenses pour permettre justement à tous ces candidats d'avoir la possibilité de se présenter. Et c'est valable pour les municipales, c'est valable pour les députés, c'est valable au fait à tous les échelons des élections, bien sûr avec pas les mêmes montants. Je trouve, moi, personnellement, que c'est un bon principe. Après, comme vient de le dire le maître, on peut peut-être estimer que pour les présidentielles, il faut augmenter le plafond. Ça, c'est un autre débat. On peut peut-être se dire, bon, si quelqu'un arrive à 40 millions et il a perdu en plus les élections, donc peut-être qu'il faudrait trouver un nouveau plafond qui serait adapté peut-être aux dépenses que nous avons aujourd'hui. Parce que peut-être que quand ça avait été fixé, on avait tenu compte des dépenses dont on aurait eu besoin dans les années 90 ou 2000. Je ne sais pas, je n'ai pas la date exacte. La loi, c'est en 1988. Je pense que le principe est bon. Et sur Nicolas Sarkozy, il n'y a pas d'excuse parce que les autres ont respecté le plafond. Ça signifie que donc, pourquoi les autres ont respecté, lui n'a pas respecté? Maintenant, le vrai débat que nous devons avoir sur ce sujet-là, c'est de savoir, est-il nécessaire dans un pays pour qu'il y ait une bonne démocratie qu'il y ait des plafonds? La France a un système particulier parce que, comme vous le savez, je pense que vous connaissez assez bien le système français, c'est cette notion de liberté, égalité, fraternité qu'on essaie d'amener à l'excès, je dirais, dans tous les domaines de la société. Et en politique, c'est ça que nous visons. Nous essayons de mettre en place une forme d'équité qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Parce que je peux vous dire qu'un candidat du Parti socialiste et un candidat de l'UMP ont beaucoup plus de moyens parce qu'ils ont beaucoup plus d'élus, parce qu'ils ont des grands partis et ils ont beaucoup plus de donateurs, bien que là aussi c'est une question qu'on n'aborde pas, mais les dons pour les candidats sont plafonnés par exemple à 7 500 €. Donc on ne peut pas dépasser... 4 650. Alors, quand on est un individu, on ne peut pas dépasser 7 500 €. Je pense que c'est 7 500. Alors on peut dire aussi, M. Makengo, que justement cette limite qu'on fixe à tous les échelons, ça permet d'avoir des bonnes élections. Voilà. Est-ce que ces élections, comme dit le maître, sont réellement la garantie d'une bonne démocratie? Ça, c'est autre chose. Alors, peut-être que l'on ne veut pas du tout faire en sorte que l'argent soit le décideur dans une élection. On veut faire prévaloir les idées, les programmes, mais pas l'argent. C'est ça, en fait, je dirais, c'est un peu naïf
C'est un peu naïf de le dire comme ça, parce que si on a des candidats qui ont du mal à avoir 5 millions et on a des candidats qui arrivent à 40 millions, on montre bien que l'argent joue un rôle. Aujourd'hui, les petits partis en France, alors pour donner un exemple pratique, pourquoi aujourd'hui un petit candidat en France n'arrivera pas à atteindre le deuxième tour? Quand il y a une élection présidentielle, vous imaginez un grand parti comme le Parti socialiste que je connais bien. Il y a des milliers de personnes qui travaillent pour une élection présidentielle, qui vont afficher dans les 36 000 communes de France. Il y a des milliers de personnes qui organisent des rendez-vous dans les 36 000 communes de France avec des dépenses. Ça, un grand parti peut se le permettre. Mais un petit parti, quand je prends les petits candidats, même des partis comme les écologistes, Lutte ouvrière, ils ne peuvent pas se permettre ça parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils ne dépassent même pas les 5 millions dans les campagnes. C'est pour ça que cette question d'argent, en fait, moi personnellement, je dirais, c'est un faux problème. C'est qu'on veut se donner bonne conscience en pensant qu'on doit limiter les dépenses, mais on sait bien qu'en pratique, un candidat comme Sarkozy, il n'a pas eu besoin que de la campagne. Si on compte tout l'investissement qu'il a mis même avant la campagne, je pense même qu'il a largement dépassé les 40 millions dont nous parlons. D'accord. Merci beaucoup, M. Makengo. Je reviens sur notre plateau ici à Dakar. M. Fofana, si on entre un peu dans la façon dont on fait la politique en Afrique, je ne crois pas, à part peut-être Madagascar, je ne crois pas avoir entendu parler de plafonnement au niveau des dépenses. Au contraire même, les candidats de l'opposition se plaignent très souvent de ce que le candidat qui est au pouvoir utilise les moyens de l'État pour les écraser. Mais c'est effectivement ça. En fait, comme l'a dit notre ami de Toulouse, c'est une bonne chose d'essayer de limiter, de faire en sorte que l'argent ne soit pas prédominant. Le seul maître du jeu. Le seul maître du jeu, même si bon, on sait que c'est l'argent qui dirige le monde. Ceux qui ont vraiment le pouvoir, ce n'est pas ceux qui sont aux manettes dans les pays, mais c'est ceux qui les financent derrière le plus souvent. Donc, effectivement, nous, en Afrique, de façon générale, on a ce problème de financement, même de provenance des fonds utilisés, que ce soit pour les politiques qui sont au pouvoir comme pour les politiques qui sont dans l'opposition. Parce que bon, aujourd'hui, ceux qui sont dans l'opposition, ils sont financés par qui? On ne le sait pas, ou on ne le dit pas souvent. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont pratiquement tous accusés d'user des fonds publics. Sinon, normalement, l'État doit pouvoir... oui, par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, on parlait d'une loi sur le financement des partis politiques. Depuis 1999, sous Abdou Diouf, jusqu'à présent, on n'arrive pas à mettre en place un système qui permette un financement clair des partis politiques. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a juste une loi qui dit que les partis politiques peuvent se financer par des nationaux, mais on interdit les fonds externes venant de l'extérieur. Donc au Sénégal. Et comment est-ce qu'on a les moyens de contrôler? Mais justement, parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, je serais comme l'ami de Toulouse vivant en France, voulant financer un parti au Sénégal. Mais on va considérer, est-ce qu'on va considérer que c'est un Sénégalais qui envoie de l'argent au pays ou est-ce qu'on va considérer que c'est des fonds qui viennent de l'extérieur? Donc il y a énormément de choses à dire à ce niveau. Donc effectivement, nous en Afrique, on a ce problème de financement de nos activités politiques, que ce soit par les partis au pouvoir, que ce soit par les partis d'opposition. Mais donc, comment faire que le candidat qui est au pouvoir n'utilise pas les moyens de l'État? En espérant qu'on le laisse avec sa conscience, en espérant qu'on le laisse avec sa probité. Comment on le contrôle même? Ben, il n'y a même pas de contrôle parce que Sarkozy, il a été épinglé parce qu'il y a un contrôle derrière. Ce que les gens ne disent pas en France, la Cour des comptes a accès aux fonds de campagne des candidats et peut les auditer. Donc aujourd'hui, Sarkozy, il a tenu apparemment 46 ou 47 meetings durant cette présidentielle. Et ben, si chaque meeting, comme il le disait lui-même, il veut des shows à l'américaine, donc facilement, il peut dépasser largement les montants ou disons, les sommes fixées par la loi. Alors là-bas, en Europe, bon, peut-être qu'on fait prévaloir un peu plus les idées et les programmes, mais ici, on distribue de l'argent. Ici, en Afrique, on distribue de l'argent aux électeurs. Bon, nous, au Sénégal, je donne l'exemple que c'est l'exemple que je maîtrise le mieux. Vous prenez les 3 dernières élections présidentielles, les candidats crédités d'être plus ou moins riches ont eu les meilleurs scores. Ah oui, donc, et les candidats crédités avec les meilleurs scores ont tous eu à être au pouvoir. Donc en 2000,
En 2007, Idrissa Seck est arrivé deuxième, c'est un ancien Premier ministre. En 2012, Macky Sall est arrivé deuxième, c'est un ancien Premier ministre. En 2019 encore, Idrissa Seck est arrivé deuxième, c'est un ancien Premier ministre. Donc, ouais. Il faut avoir les moyens pour faire de la politique. Il faut avoir les moyens pour faire de la politique, effectivement. Voilà pourquoi ceux qui ont des idées seulement sans les ressources ne peuvent pas aller loin, malheureusement. Mais il va de soi qu'à un moment ou à un autre, il va falloir se poser, réfléchir et mettre des barrières pour essayer d'avoir un semblant d'équité, même si c'est difficile de l'avoir. Alors, Maître Dadje, comment la Cour des comptes fonctionne-t-elle pour auditer les activités des partis politiques et particulièrement des candidats? Alors, c'est cette Cour des comptes donc qui a porté plainte? Alors, donc, déjà, je tiens à vous dire que ce n'est pas la Cour des comptes qui a porté plainte, c'est le parquet financier qui a fait ouvrir une information. Oui. Ça, c'est déjà la première des choses. Mais il faut savoir qu'il y a une commission des comptes pour le financement des campagnes qui reçoit les comptes de campagne et qui les analyse. Mais je voulais dire quelque chose qui est important et qui est typique, qui est un peu typique aux Africains. Les Africains ont tendance à vouloir copier tout ce qui vient de l'Occident. Alors, en France, comme on a mis un montant maximum de financement de campagne, les Africains disent ben, il faut qu'on l'adopte. Mais qui vous dit que ce principe a été effectivement bien éprouvé par les Occidentaux et qu'il est effectivement le principe qu'il faut? Je vous donne deux exemples bien précis. Premièrement, notre ami ancien adjoint au maire nous disait vous avez des petits partis qui ne peuvent pas dépasser 5 millions. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est parce qu'on fixe le montant maximum à 22 millions que les petits partis pourront décaisser 22 millions? Non. Même si on les fixe, si on disait, parce que si c'est le principe, c'est de dire on met tout le monde au même niveau. Nous, on vous dit un matin, on met tout le monde à 100 millions d'euros. Mais nous savons bien que les petits partis ne vont jamais dépasser 5 millions d'euros ou 10 millions d'euros. Comment ils le feront? Est-ce qu'il n'est pas question de faire en sorte que... Est-ce qu'il n'est pas question de faire en sorte que l'argent ne soit pas le seul maître? Si on le met à 100 millions, ça ne résout pas le problème. De deux, en ce qui concerne Sarkozy, le cas Sarkozy, aux élections qu'il a perdues, mais il a mis le double du montant prévu par le financement. Hollande en a mis juste 22 millions, puis il en a mis plus de 40 millions, et il a perdu les élections. Donc, est-ce que c'est parce qu'on finance plus qu'on gagne les élections? Si c'était le cas, Sarkozy n'aurait pas perdu les élections. Donc, je dis que ce principe-là, les Occidentaux sont en train de l'essayer. Je ne dis pas qu'il est forcément bon. Il faut, nous les Africains, il faut qu'on l'éprouve selon nos cultures et nos traditions actuelles. Mais moi, je suis en train de dire aussi qu'il est question de faire en sorte que l'argent ne soit pas le seul maître dans une élection. Mais l'argent ne peut pas être le seul maître. Si l'argent était le seul maître, naturellement, Sarkozy aurait gagné les élections puisqu'il avait plus d'argent que les autres candidats. Ok. Alors maintenant, la sanction est tombée. Il a pris 1 an de prison ferme et il a fait appel. Quels sont les cas de figure auxquels on pourra s'attendre et dans quel délai? Mais pour les délais, je dirais que nous ne maîtrisons pas le calendrier de la Cour d'appel qui prendra certainement son temps parce qu'il s'agit d'un sujet délicat et d'une personne délicate. Mais les hypothèses sont simples. Soit la Cour d'appel va confirmer la culpabilité de M. Sarkozy en ce qui concerne ce qui a été décidé par le tribunal, soit la Cour d'appel va estimer qu'il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de faute de la part de Sarkozy et va le relaxer. Ou soit ils peuvent décider d'estimer qu'il y a culpabilité et modifier le quantum de sa peine. Ils peuvent apprécier aussi. Et la modification de sa peine, des fois, est-ce que ça peut aller au-delà de ce qui a été annoncé? Ben, je dirais que ça dépendra de la Cour d'appel elle-même. Déjà que le parquet avait demandé 1 an avec 6 mois de sursis, donc le tribunal est allé au-delà de la demande du parquet, la Cour d'appel appréciera. Alors, expliquez-nous cette histoire. Expliquez-nous cette histoire de bracelet électronique. De quoi s'agit-il? Parce que c'est une nouvelle mesure qui est en marche en France depuis quelques années, qui vous permet de purger votre peine chez vous à domicile. Mais puisque vous êtes chez vous à domicile et qu'il n'y aura pas de garde pénitentiaire avec vous, on vous installe un bracelet électronique. Chez vous à domicile, vous ne sortez pas, vous n'avez pas d'activité? Non, vous ne sortez pas, vous n'avez pas d'activité. Vous restez dans le périmètre de votre résidence. Et ce bracelet-là permet de signaler quand vous sortez. Bon, il y a 2 types de bracelets. Il y a un bracelet qui permet de signaler quand vous sortez de votre périmètre
Donc, il y a des balises. À partir du moment où vous sortez le bracelet signal, il y en a un autre qui permet de vous localiser quand vous n'êtes plus chez vous. Je pense que dans le cas de Sarkozy, ça va être celui-là qui va permettre de savoir qu'il est dans le périmètre de sa résidence. Toujours est-il que cette mesure-là, même si Sarkozy a été condamné, je ne pense pas qu'elle soit effective pour l'instant, puisque l'appel que Sarkozy fait suspend la décision de première instance. Ok. Alors, vous dites qu'au niveau des délais, il n'y a pas possibilité de savoir quand est-ce que la Cour d'appel sera disponible pour traiter à nouveau ce cas, n'est-ce pas? Oui. Honnêtement, il n'y a pas de délai. C'est la Cour d'appel qui apprécie en fonction de ses urgences et puis de la situation du moment. C'est ce qui est la réalité. Parce que déjà, la première affaire où il a été condamné, il avait fait appel et là, il n'y a pas encore eu le jugement définitif. Effectivement. Donc, comme je dis, en France, les procédures prennent du temps. Donc, il faut laisser à la Cour d'appel le temps de s'organiser pour faire ce procès-là dans des règles, dans des conditions assez équitables pour ne pas qu'on puisse lui prêter telle ou telle intention. Ouais. Alors, direction encore une fois Toulouse. Monsieur Makengo, vous êtes toujours présent. Le son, vous nous recevez toujours bien? Oui, ça va, je vous reçois bien. Ouais. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli justement ce jugement concernant l'ex-président Sarkozy? À titre personnel, je dirais que je me doutais bien que dans une des affaires de Sarkozy, il allait bien avoir une condamnation, parce que, à moins d'être vraiment un chanceux, mais je ne comprends pas qu'il puisse à chaque fois ou avoir un non-lieu ou avoir appel sur appel. Je pense que dans une des affaires, il sera condamné. Maintenant, par rapport au personnage Nicolas Sarkozy, moi, en tant qu'homme politique, et en tant que, donc, je dirais, membre de la diaspora africaine, je dirais que, et ça je pèse mes mots, je dirais que c'est bien fait pour Nicolas Sarkozy. C'est bien fait pour Nicolas Sarkozy parce que Nicolas Sarkozy a fait sa réputation sur la critique de la justice, sur le côté fermeté, comme l'a dit le maître. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy se fait rattraper. On découvre que Nicolas Sarkozy lui-même est un délinquant. Donc, alors moi, je suis assez content. Alors justement, non pas du sort du père de famille, mais du sort de l'homme politique qui pendant longtemps a fustigé un système alors que lui-même en profitait largement. Alors justement, Monsieur Makengo, Monsieur Sarkozy, quand il était président de la République, exigeait que la justice soit appliquée de façon, j'allais dire, carrée. Et là, dans son cas, est-ce que c'est une faveur que de lui accorder le bracelet électronique? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit une faveur. Et lui, il était contre ce principe, justement. Oui, oui. Bien entendu, Nicolas Sarkozy avait dit que toutes les peines de plus de 6 mois doivent être appliquées. Et lui, il a une peine de plus de 6 mois, mais on lui met un bracelet électronique, il pourra rester chez lui à la maison. Donc, c'est de la délinquance de luxe. Alors, il y a certaines personnes, certains observateurs qui se demandent si, selon lui-même ses principes, il ne va pas décider d'aller purger sa peine en prison. Je pense que dans l'affaire Sarkozy, au-delà de l'aspect judiciaire, on est aussi dans la symbolique. Qu'un président de la République ait un bracelet électronique au pied pendant 1 an, du point de vue de la symbolique, c'est déjà dramatique pour la France, pour la situation de la France. Qu'un ancien, j'ai vu ça en Israël, un ancien président de la République arrêté, j'ai vu ça chez Lula au Brésil, mais la France s'enorgueillait un peu d'être ce pays où la politique fonctionnait très bien, où il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Et qu'un président de la République soit condamné comme Nicolas Sarkozy, c'est vraiment dramatique pour la France. Après, je dirais, pour la classe politique française aujourd'hui, on est dans un tournant. On est dans ce tournant qui fait qu'aujourd'hui, les politiciens se disent « je peux finir en prison même si je suis président de la République. Je ne peux pas échapper à la justice ». Donc je pense que même philosophiquement, même dans la manière de faire la politique en France, cette arrestation, s'il y a arrestation, ou cette condamnation, je dirais plutôt c'est vraiment un tournant. Bien. Merci beaucoup. Je reste avec vous pour poser un autre problème. Vous avez dû en entendre parler. C'est difficile à prouver. Il paraît que beaucoup de chefs d'État africains participent au financement de l'élection présidentielle en France. Vous en avez entendu parler? Si vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Parce que de nombreux chefs d'État africains participeraient au financement de l'élection présidentielle en France. Vous en avez entendu parler? J'en ai entendu parler comme tout le monde. Je dirais ça, c'est difficile à prouver. Hein? Je dirais que c'est plausible, mais c'est difficile à prouver.
Pour la simple bonne raison que des zones où on peut revenir avec des valises d'argent en espèces, il n'y en a pas beaucoup. Et forcément, ces choses-là, ce n'est pas des virements bancaires. C'est quelqu'un qui se déplace, qui va dans un pays africain, qui fait une petite tournée et qui revient avec des valises d'argent. Et ça, je prends ma part de responsabilité là. Il y aura des lois qui diront qu'on n'a plus le droit de faire des donations avec l'argent public africain. Si ces présidents-là posent ces actes-là, ils se retrouveront en infraction. Mais pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'infraction. Là, vous avez les Pandora's Papers qui viennent de sortir avec une liste de personnalités. Ouais. Choqué ne changera pas grand-chose. Ok, merci beaucoup, maître. Monsieur Fofana, oui. C'est vrai qu'on peut être choqué, mais surtout quand on connaît l'état de délabrement de nos économies, quand on sait que les citoyens dans les pays africains ont de grands problèmes, on est choqué. Oui, c'est une question morale, c'est une question d'ordre éthique. Mais dès l'instant que, comme l'a dit le maître, il est prouvé que c'est légal, donc c'est l'aspect moral qui voilà. Alors qu'est-ce qu'il gagne, justement, à soutenir, il faudrait qu'ils soutiennent tous les candidats les plus importants. Vous savez, généralement... Je ne sais pas si c'est vrai. Hein? Oui, généralement, on dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Prenons un exemple. Sarkozy, président de la République, n'est jamais venu en Guinée, mais Sarkozy, avocat d'affaires, il a fait énormément de voyages en Guinée avant la chute. Juste avant le coup d'État. Voilà, juste avant le coup d'État. Donc, ça veut dire qu'il n'y est pas allé pour les beaux yeux de Alpha Condé ni du beaux yeux des peuples guinéens, mais il y est allé pour des intérêts qu'il défend, soit des intérêts particuliers à lui ou les intérêts des clients qu'il défend. Donc, effectivement, à ce niveau, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Chacun trouve son compte. Mais malheureusement, comme il l'a dit, nous Africains, nous ne nous retrouvons pas dedans. Nous Africains, nous ne nous retrouvons pas dans ces combines-là et c'est fait au détriment des Africains. Donc, voilà. Il arrivera peut-être un moment où on aura des dirigeants qui vont peut-être repenser le partenariat, qui vont peut-être repenser la collaboration pour que nous puissions... Mais je repose ma question, qu'est-ce qu'ils y gagnent? C'est-à-dire, le président qui finance la campagne de quelqu'un, le président il gagne quoi? Il gagne quoi? Oui. Il gagne le fait que peut-être le président, une fois élu, ou comme vous dites, parce qu'il arrive qu'on finance énormément de candidats en même temps pour ne pas perdre, parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans un même panier, ça c'est connu. Donc celui qui viendra, il te sera redevable. Donc du moment qu'il te sera redevable, il y a deux choses. Soit il te rend l'ascenseur en t'appuyant par des projets pour amener dans ton pays, ou peut-être il te rend l'ascenseur en fermant les yeux sur peut-être éventuellement certaines dérives. La semaine dernière, on parlait ici des mandats qu'on prolonge, on parlait des gens qui ne respectent pas leur constitution, et bizarrement, tu vois certains qui ne disent rien. Donc Kadhafi, en finançant, par exemple, si c'est confirmé, prouvé qu'il a financé effectivement Sarkozy, il a été accueilli en grande pompe à Paris. Et ouais. Je me souviens, Ramayad, la ministre d'origine sénégalaise, qui disait que la France n'est pas un essuie-pied ou quelqu'un qui veut se donner une virginité en droit de l'homme vient ici. Et effectivement, toutes les dérives que faisait peut-être le président dictateur Kadhafi chez lui, la France fermait les yeux, donc ils y gagnent. Ok. Je vous pose la même question, Monsieur Makengo, et c'est un dernier tour de table que nous faisons. Le temps qui nous est imparti est en train de s'achever. Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on gagne à financer des candidats, en tant qu'Africains, à financer des candidats en France? Je pense, comme vient de le dire notre ami à Dakar, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains, ils achètent leur tranquillité. Exactement. Justement, en même temps, M. Bachir Fofana a parlé de Kadhafi. Oui. Kadhafi, on a vu que finalement, son bourreau, ça a été Nicolas Sarkozy. Mais est-ce qu'on n'a pas enlevé Kadhafi pour qu'il ne parle pas? Parce que quand les choses ont commencé, le printemps arabe, il a commencé à dire, mais nous, on a financé. C'est là qu'on a commencé à révéler que la Libye aurait financé la campagne de Sarkozy. Ouais. Donc, bon, est-ce qu'on ne l'a pas finalement fait taire, justement? Donc, c'est un jeu trouble, là, M. Makengo. Je pense que, comme je le disais, il y en a qui achètent leur tranquillité, il y en a qui achètent leur pérennité en finançant les chefs d'État occidentaux, parce qu'on le voit bien sur ce qui se passe en Afrique, entre les prolongements de mandat, entre les coups d'État, les réactions ne sont pas les mêmes, c'est à la carte. Il y a des pays où la réaction elle est virulente, de la France ou des autres pays occidentaux, et il y a des pays où la réaction elle est plus ou moins du bout des lèvres. Donc on voit bien que le lien entre l'Afrique et la France, ça se fait aussi parce que on avait toujours tendance à penser que c'est les chefs d'État français qui maîtrisaient les chefs d'État africains, mais de temps en temps, on s'est rendu compte que les chefs d'État africains aussi
tenaient les chefs d'État français. On s'est rendu compte que les politiciens africains avaient aussi une influence sur ce qui se passait à Paris. Et ça, je pense, on ne le mesure pas assez. On a des vieux dictateurs en Afrique qui ont aussi pouvoir de décision sur certains, je dirais, politiciens dans les grandes démocraties en Occident. Maintenant, pour répondre à votre question, à qui ça profite, effectivement, ça ne profite pas au peuple africain. Et ça ne profite même pas au peuple français. Attention, il faut bien le dire. Ça ne profite ni aux Africains, ni au peuple français. Ça profite à des personnages pour leur carrière politique et pour leur avenir politique. Parce que Nicolas Sarkozy soit financé par la Libye ou par un autre État africain, les Français n'y gagnent rien. C'est lui qui gagne ou c'est l'UMP qui gagne ou c'est le PS qui gagne. Donc ça ne profite pas à la population, ça profite vraiment aux politiciens. C'est pour ça qu'il faut combattre ça. Il faut que la justice fasse son travail et que ça ne s'arrête pas à Nicolas Sarkozy. Parce que si ça s'arrête à Nicolas Sarkozy, il y aura toujours en filigrane ce discours qui dira qu'on s'attaque à Sarkozy parce que c'est un procès politique. Il ne faut pas que ça s'arrête à Sarkozy, qu'on aille vérifier tous les candidats. Et quand un candidat se fait attraper par la patrouille, eh ben, il faut aussi qu'il passe par la case ou prison ou condamnation. Ok. Autre question, dernière question que je vous pose, c'est en Afrique, on commence également à juger les anciens présidents. Je crois que vous avez entendu parler de ce qui se passe en Afrique du Sud avec Jacob Zuma, de ce qui se passe en Mauritanie avec l'ancien président mauritanien, et puis de ce qui se passe également en Angola. Les enfants de l'ancien président Dos Santos sont aux prises avec la justice. Quel est votre sentiment ? Moi, je dirais que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens si réellement c'est de la justice et si ce n'est pas des règlements politiques. Ce qui se passe en Angola, un pays qui est très proche de la RDC, ce qui se passe en Angola, moi je pense que c'est une bonne chose parce que on voit la fille de l'ancien président qui se targue d'être une des femmes les plus riches d'Afrique sans avoir eu un vrai métier. Elle est devenue la femme la plus riche d'Afrique. Donc, il faut se demander comment elle a réussi à devenir milliardaire. C'est forcément l'argent public qui a permis à cet enfant de s'enrichir. Quand on voit ce qui s'est passé en Mauritanie, quand on voit la situation de Jacob Zuma, l'Afrique du Sud, c'est vraiment un échec qui devrait interpeller tout Africain. C'est un pays qui avait toutes les conditions pour décoller. Mais ce pays-là a été sous la coupe d'un parti où les gens se sont enrichis, se sont comportés comme on le voit dans les autres pays africains qui ont moins d'organisation et moins de garde-fous. Donc Jacob Zuma, c'est vraiment le symbole de cette Afrique que nous ne voulons pas. Okay. Comment quelqu'un qui se retrouve président en Afrique du Sud, un pays qui a tout pour réussir, se comporte comme se comporterait Mobutu, comme se comporteraient d'autres présidents dans d'autres pays africains avec moins de structure, avec moins d'organisation. Merci beaucoup, M. Makengo. Merci beaucoup. Vous intervenez à partir de Toulouse. Même réaction, Maître Rodrigue Dadje, à partir d'Abidjan. Écoutez, moi je dirais rapidement deux choses. Quand vous demandez qu'est-ce que les présidents africains gagnent, il faut savoir qu'il y a une relation de grande puissance à petite puissance. Cette relation-là que nous avons entre la France et les pays africains, c'est la même relation que la France a avec les États-Unis. Les présidents français font des mains et des pieds pour être reçus juste en visite officielle par les Américains. Les présidents africains, mais ils sont même prêts à faire du lobbying pour être reçus juste sur le terrain de l'Élysée par le président français, parce qu'il faut que son peuple voit qu'il a été reçu par le président français, peu importe les sujets qu'ils ont débattus et qui restent à huis clos. Le plus important, c'est qu'ils soient vus. Donc oui, il y a de fortes proportions que les présidents africains financent les campagnes. On n'en a pas les preuves. Ce qu'on devrait faire, c'est de voter des lois pour moraliser la vie politique et mettre des garde-fous sur les décaissements qui sont faits par les présidents africains et leurs justifications. Et on voit que des anciens présidents sont en train d'être jugés en Afrique du Sud, en Mauritanie. C'est une très bonne chose que les anciens présidents soient jugés. Ce qui pourrait donner l'exemple aux présidents actuellement en exercice de savoir qu'un jour ils pourront être poursuivis par d'autres personnes. C'est une très bonne chose. Moi, je pense qu'il faut même faire évoluer les textes de loi parce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, les textes de loi sont en trop pas d'avance sur la réalité de la justice. Les différentes cours qui doivent juger les ministres et les présidents ne sont pas encore véritablement effectives. Donc,
pour l'instant, c'est la Cour de cassation et les juridictions de droit commun qui les jugent. Mais si nous prenons des tests, il va falloir mettre en place des structures adaptées à la réalité. Donc il faut mettre en place les cours. Il faut mettre en place les cours, il faut former les magistrats, il faut former les acteurs de la société politique, les avocats sur ces genres de procédures. Ok, merci beaucoup, Maître Rodrigue Dadje. Vous intervenez à partir d'Abidjan. Dernier mot avec M. Fofana. Voilà, on commence maintenant aussi en Afrique à juger les anciens présidents. Oui, et je pense que, comme l'avait dit Maître au tout début de cette émission, nul n'est censé être au-dessus de la loi. Donc, un président de la République en exercice peut jouir de l'immunité liée à sa fonction. Et puis après? Mais justement, après, une fois qu'il a fini de faire sa parenthèse présidentielle, s'il y a des choses qui lui sont reprochées, là, mettons en place les juridictions appropriées. C'est pas pour ça que certains veulent s'éterniser au pouvoir? Peut-être aussi, mais bon, après, la meilleure façon de bien vivre l'après-présidence, c'est de bien travailler quand tu es aux affaires et de pouvoir après rentrer tranquillement. On a vu par exemple le président Pires au Cap-Vert, il a fini de faire ses 2 mandats, il est devenu une personnalité importante, mais il vit bien sa vie d'après dans ancien président. On voit les anciens présidents au Ghana, donc ça veut dire qu'il y a une vie après le palais. C'est bien possible en Afrique, mais c'est bien possible aussi. Et déjà, c'est une très bonne chose que tout le monde soit logé à la même enseigne. C'est une très bonne chose que tout le monde puisse être jugé parce que nous sommes tous des justiciables devant la loi. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci beaucoup, M. Makengo de Toulouse. Merci beaucoup, Maître Dadje. Vous interveniez d'Abidjan. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis tout au long de cette émission. En tout cas, désormais, les présidents africains doivent savoir que, eh bien, ils peuvent se retrouver devant la justice pour répondre des actes qu'ils ont posés pendant leur mandat. Merci encore à vous. Au revoir et à bientôt. Il y a un autre numéro de Tribune du Mardi. Nous allons tout faire pour que la semaine prochaine, nous parlions du procès qui va s'ouvrir le 11 octobre à Ouagadougou concernant le président Thomas Sankara. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.